Voilà 2 ans que la Belgique se confinait. Comme bon nombre d'autres pays, le Covid nous imposait d'arrêter le sport, les sorties culturelles, festives, de limiter les courses au strict nécessaire. Nous avons appliqué le télétravail, porté le masque, respecté une distance sociale, annulé des projets ou des voyages. Alors que retenir de tout cela maintenant que la pandémie semble sous contrôle? On va en discuter avec 4 invités. Bienvenue, c'est Versus. Et avec moi en plateau, Yves Copiters, bonjour. Vous êtes professeur de santé publique à l'ULB. On vous a beaucoup vu depuis 2 ans pour donner des éclairages sur la situation. On compte encore une fois sur vous aujourd'hui. Pascal Viel, bonjour. Merci aussi d'être là. Vous êtes professeur à l'UC Louvain, spécialiste notamment en études de genre. Et oui, on verra que nous ne sommes pas tous égaux face aux dégâts du Covid, si je puis dire. François Host, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de la Fondation pour les générations futures. Vous êtes professeur à l'Université Saint-Louis Bruxelles, auteur de 2 ouvrages, philosophe, juriste, et oui, vous avez aussi des idées, des éléments à nous transmettre. Et puis Christophe Barbu, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, membre très actif de la Fédération des associations de médecins généralistes bruxellois. Oui, on verra comment cette première ligne a vécu depuis 2 ans. Avant de vous entendre, madame, messieurs, je vous propose un petit retour en arrière. C'était il y a 2 ans, presque jour pour jour. On était tous devant notre télévision. On regardait Sophie Wilmès, à l'époque première ministre, et elle nous annonçait ce qui nous attendait pour les jours à venir. Regardez. Toutes les activités récréatives, qu'elles soient récréatives donc, sportives, culturelles, folkloriques, peu importe leur taille ou leur nature, qu'elles soient de manière publique ou privée, sont annulées. Il en va de même pour les discothèques, les cafés, les restaurants entre autres, qui doivent être fermés. Voilà, c'était le 12 mars 2020, il y a 2 ans. On se souvient tous, les écoles aussi ont fermé, les rues se sont vidées, les entreprises ont été à l'arrêt. Yves Copiters, à ce moment-là, en termes de santé publique, c'était nécessaire. Ceux qui ont essayé de faire autre chose ont dû revenir en arrière? C'était quasi inévitable. D'abord, c'était une stratégie de santé publique qu'on ne connaissait pas. Je pense qu'on l'a importé de Chine, et puis on a surtout eu très peur de ce qui se passait en Italie et en Italie du Nord. Et donc, on n'était pas prêt en Belgique et en Europe en général. Et donc, c'est la seule stratégie, entre guillemets, qu'on a pu, je dirais, imaginer pour casser la chaîne de première contamination, la première vague. Il fallait absolument diminuer les contacts sociaux. Le problème, c'est que le confinement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas répliquer dans le temps, mais on ne nous a pas donné vraiment le mode d'emploi du confinement. Donc, on s'est tous retrouvés chez soi, et il y a eu un mélange de personnes malades, de personnes non malades, et je dirais, avec un accès aux tests qui a été très limité à ce moment-là, puisqu'on ne testait pas, je dirais, l'ensemble de la population. Et c'est vrai que là, par contre, sur ces stratégies de confinement, il fallait aussi les autres mesures, que ce soit les protections individuelles, le testing, et ça, bien sûr, ça a manqué. Donc, pour la suite, en tout cas, le confinement n'est sûrement pas une stratégie à répliquer. Par contre, il faut absolument développer toutes les autres stratégies qui l'empêchent. On a avancé sur ce terrain-là aussi loin qu'on aurait pu, ou bien, de nouveau, on aurait peut-être dû continuer à chercher d'autres manières de se protéger du virus, parce qu'on n'en est peut-être pas tout à fait débarrassé du Covid. Alors oui, bien sûr, on a avancé. On a avancé sur les stratégies de prévention grâce à la vaccination. On a avancé sur l'hygiène individuelle et collective, avec le port du masque, l'hygiène des mains, etc. On a avancé sur les ventilations, donc sur les environnements des espaces publics. Et puis, on avance aussi sur le traitement et l'amélioration de la prise en charge thérapeutique. Donc oui, on avance quasi sur toutes les composantes, je dirais, de la chaîne de transmission. Et c'est ce qui fait que l'épidémie est maintenant sous contrôle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a quasi toutes les armes pour gérer vraiment toute la chaîne de transmission. Christophe Barbu, vous étiez au front, si je puis dire, à ce moment-là, médecin généraliste. Mais si on se souvient bien, il y a 2 ans, quand des gens avaient des symptômes, tout le monde n'allait pas forcément chez le médecin. On allait parfois aux urgences à l'hôpital. Enfin, il a fallu organiser tout ça. On a eu du mal à trouver la bonne façon, finalement, d'intégrer les médecins généralistes dans le processus. Ça reste douloureux comme souvenir pour vous, comme généraliste? Ça reste difficile, d'autant plus qu'on a dû changer de paradigme. Et ce n'est pas du tout naturel chez nous. C'est-à-dire que comme on n'avait aucun moyen de protection, absolument rien, on a dû dire aux patients de ne pas venir, donc de
d'inventer la téléconsultation, en l'occurrence la consultation par téléphone. Je me souviens, c'était un week-end, ça devait être le week-end qui vient au celui d'avant, si on transpose 2 ans avant, où on s'est réunis à quelques-uns. Et déjà, depuis un petit temps, on se réunissait en se disant qu'on allait devoir organiser quelque chose parce qu'il n'y avait rien et qu'on a décidé de conseiller à nos collègues de ne plus voir les patients qui présentaient des symptômes grippaux et de se débrouiller au téléphone. Parce que c'était dangereux pour eux, c'était dangereux pour les patients, c'était dangereux pour tout le monde et qu'on ne savait pas où on allait. Aujourd'hui, vous estimez qu'on a quand même fait quelques pas en avant? On a trouvé des process, comme on dit dans le monde de l'entreprise? Oui, alors on les a inventés au fur et à mesure, on les a adaptés. Et puis le virus surtout a bougé, a changé. Et puis les moyens de réaction ont changé aussi. Et puis les gens se sont vaccinés, puis les gens se sont contaminés. Donc la donne a complètement changé. Mais oui, effectivement, il y a une capitalisation d'expérience. Et on sait beaucoup mieux ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Mais maintenant, il va falloir, comme je disais, capitaliser tout ça, organiser, savoir comment on remet en route. Et qu'il y ait une part un petit peu moins grande d'improvisation quand même dans ce qu'on peut faire. Je vous titille un peu, mais c'est une leçon qui doit être retenue, appliquée par qui? Par les médecins ou par le monde politique? Il y a eu des critiques très dures à l'encontre notamment des pouvoirs publics à Bruxelles qui ne répondaient pas, qui étaient absents, disait-on à ce moment-là. Absolument. Oui, non, là, je crois qu'il y a des grandes leçons à tirer. Chez nous, écoutez, nous, les leçons, on les a apprises la dure. Certains dans notre chair, il y en a qui sont restés même. Donc là, les leçons, on les a. Et maintenant, il va falloir les structurer. Mais du côté politique, bien sûr, au début, les pouvoirs publics en santé étaient quasiment absents. On peut dire, même à l'échelle de ce qui se fait maintenant, on peut dire qu'ils étaient absents. Bon, alors, Pascal Vielle, on s'est tous retrouvés enfermés chez nous. Alors, vous avez continué, vous, à travailler à distance comme d'autres. Vous avez observé certains impacts sociétaux de cette pandémie. Et par rapport notamment à cet enfermement imposé, à ce confinement qui a été décrété, on n'était pas tous égaux. Et vous avez, vous, constaté dans votre travail académique qu'il y avait des injustices parfois séculaires qu'on a reproduites finalement dans les familles, voire dans les entreprises. Alors, d'une manière générale, ce confinement a eu un impact surtout sur les personnes les plus vulnérables. C'est elles qui ont été les plus exposées au confinement. Et pour commencer, les personnes qui n'avaient pas d'abri. Donc il faut peut-être commencer par celle-là, parce que quand on n'a pas d'abri, on se confine comment? Ensuite, je dirais les personnes isolées, les personnes âgées qui étaient dépendantes du fait qu'on leur apporte à manger, etc. Et puis, de manière générale, les femmes ont payé quand même le prix fort de ce confinement, qu'on a un peu présenté comme le paradis des familles, mais qui a pu devenir l'enfer des femmes. Mais de manière générale, c'est dans la sphère privée que se jouent les inégalités, on le sait, et à l'abri des regards et les violences. Et donc on a vu une explosion des violences domestiques. On a, avec beaucoup de difficultés, de recourir, de se plaindre, etc. Une augmentation très forte. Alors, c'est les femmes qui ont toujours porté davantage les tâches domestiques, une énorme augmentation de ces tâches domestiques, plus la scolarisation des enfants, etc., etc. Alors, si dans certains couples, le confinement a permis de rééquilibrer un petit peu le partage des tâches, de manière générale, ce qu'on a constaté, c'est que non, la proportion est restée la même, mais que comme la proportion de tâches domestiques s'est terriblement accrue, ça a épuisé les femmes qui, bien souvent, devaient conjuguer ça, soit avec un métier des soins à l'extérieur, parce que beaucoup de femmes, c'est une majorité de femmes qui sont quand même dans les métiers de soins, ou alors avec le télétravail. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que dans l'espace domestique, le télétravail des femmes n'a pas été celui des hommes. Bien souvent, elles travaillaient sur un coin de table dans la cuisine quand les hommes disposaient déjà d'un bureau. Donc voilà, donc on va dire qu'elles ont payé le prix fort, qu'elles sont fatiguées, et que ça a des impacts sur leur carrière, sur leur santé mentale, physique. Alors vous entendrez François Hauss là-dessus, mais je repose la question au médecin généraliste que vous êtes, Christophe Barbu. Vous l'avez remarqué, vous, que ce soit dans votre patientèle, qu'il y a eu cette espèce de craquage? Ça se manifestait comment? Clairement, j'ai envie de dire que ça a été un révélateur de difficultés qui existaient avant, mais les violences se sont resserrées dans ce cadre, et la présence du Covid, je me rappelle de familles dans lesquelles la conjointe et un enfant, peut-être même deux, je mélange un peu les cas, se sont fait dabasser parce que ce sale gamin, il avait ramené le Covid d'on ne sait où, et la maman l'avait laissé rentrer à la maison et lui laissait faire n'importe quoi, dérouiller. J'imagine que voilà. C'est des situations qui sont difficiles à gérer comme médecin, parce que vous avez un devoir de retenue, de réserve. D'autant plus que ça se passait par téléphone. Alors François Host, est-ce qu'il y a
un enseignement, je dirais, philosophique à retenir de tout ça. Vous me direz, oui, certainement, ce serait long, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça quand on entend qu'il y avait une mesure d'urgence de santé publique à prendre, il n'y avait pas d'autre choix, mais en même temps, par voie de conséquence, ça a posé des problèmes qui ne se seraient pas posés sinon dans des familles, dans des entreprises, auprès de personnes même isolées. Pour le juriste qui était évidemment fort sensible, c'était la question des libertés. On va certainement en reparler. Mais pour amener une note positive dans le débat, je trouve que cette épreuve, peut-être aussi comme celle de la guerre d'Ukraine qu'on vit aujourd'hui, a pu aussi montrer qu'on n'était pas libre tout seul, et que la liberté, autonomie du sujet roi qui se replie sur lui-même, finalement, c'est pas tenable. Et donc, on a dû aussi apprendre la solidarité. Et donc, ça a pu tout de même justifier un certain nombre de contraintes qui étaient imposées aux gens, qui étaient effectivement douloureuses, qui étaient vécues de façon inégalitaire, ce qui est très dommageable. Mais en fait, c'était des contraintes nécessaires. Donc, on est retombé un peu sur terre en disant les libertés ne doivent pas se concevoir de façon totalement, je dirais, robinsonienne. Voilà. Alors maintenant, après, il a fallu les aménager et bien sûr, on a bien vu que ça n'a pas été sans mal. On a eu des atteintes très sérieuses. Elles ont reculé, nos libertés et nos droits démocratiques. Ils ont reculé, je dirais, structurellement, fondamentalement depuis 2 ans, ou bien finalement, maintenant qu'on est revenu en code jaune, on récupère un peu tout. Je voudrais avoir l'avis des autres aussi là-dessus, parce que vous êtes aussi des citoyens. Oui, mais allez-y, écoutez, monsieur Host. On a vécu en France un état d'urgence, chez nous un état de nécessité ou un état d'exception qui ne disait pas son nom. J'aurais d'ailleurs préféré qu'on dise on est clairement dans un état d'urgence qui demande à être encadré, comme le permet la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Donc longtemps, on a fait comme si, finalement, il n'y avait pas d'atteinte fondamentale aux libertés. Et ça a été dénoncé souvent devant les tribunaux, un peu en vain. Et puis finalement, le gouvernement a reconnu qu'il était nécessaire de donner un fondement juridique à ces mesures. Ça a été la loi pandémie, qui est mieux que rien. Pour les juristes, ce n'est pas suffisant et on considère qu'il est nécessaire, en vue des probables nouvelles crises qui pourraient être sanitaires, mais aussi environnementales, de disposer d'un cadre juridique plus solide pour faire face à ces mesures d'exception. On se souvient des rassemblements, des booms au bois de la Cambre, etc. Qu'en pensaient les 2 médecins qui sont autour de la table ? Ça vous irritait que d'un coup des gens comme ça bravent l'interdit, se rassemblent ? Vous en pensiez quoi ? D'abord Yves Copiters et puis Christophe Barbu ? Non, je pense qu'à travers ça, il y avait des messages que, en tout cas, une partie de la population voulait faire passer. Alors la manière, elle était tout à fait critiquable. Les risques, la prise de risque, en tout cas, je dirais, autour des 2 premières vagues était vraiment très importante. Mais il y avait un vrai message, je dirais, social, je pense, qu'il fallait entendre. Et je pense que là, nos politiques ont été un peu hermétiques, je dirais, au premier message. Parce que déjà, il y avait une volonté, en tout cas d'une partie de la population, et je parle ici de la jeunesse essentiellement, de dire c'est trop pour nous. Toutes ces contraintes que vous nous imposez, c'est trop pour nous. On n'est pas une population à risque. Peut-être qu'on peut aussi mettre en place des mesures différenciées. Et ça, nos politiques n'ont pas entendu ça très rapidement. Christophe Barbu, ça vous a inspiré quoi, cette désobéissance civile ? Alors, c'est vrai que les moyens étaient critiquables. C'est vrai que les conséquences auraient pu être très dommageables. En l'occurrence, elles ne l'ont pas trop été, je pense, sauf quelques cas particuliers. Oui, un message, mais j'ai envie d'aller un peu au-delà. Il y a quand même quelque chose qui reste extrêmement préoccupant et qui s'est terriblement développé pendant la crise, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos données sanitaires. Or, en Belgique, quand on posait, et je me rappelle avoir posé cette question dans tous les forums que vous pouvez imaginer où on était consulté, quand on posait la question au début de la crise, on disait « Mais non, attends, écoute, t'inquiète pas, il y a une commission, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, truc liberté informatique, là, qui s'en occupe. » Et puis en creusant, enfin, les journalistes l'ont fait bien mieux que nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux, enfin, on savait qu'il y avait des enjeux considérables, mais on s'est bien rendu compte qu'il y avait des déséquilibres et qu'on était même contre les textes européens. Mais ça, je me tourne vers vous. Et alors, c'est en train de se rééquilibrer gentiment, mais cet enjeu-là, pour moi, il est considérable. Alors, je reviens avec ma question. Elles ont reculé, nos libertés, nos garanties démocratiques ? Vous avez prononcé le mot désobéissance civile et ça permet peut-être d'introduire l'idée de la culture. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à 2 reprises dans la crise, ce sont les gens de la culture qui ont fait une désobéissance civile très ciblée et très efficace. C'était le musicien qui a défié les autorités en jouant de la musique dans une église, puisque le culte pour 15 personnes n'était permis, mais pas des manifestations culturelles. Et ça a entraîné une décision en référé qui a suivi, qui allait dans son sens.
Et un souvenir plus récent, au mois de décembre dernier, on a eu une forme de désobéissance civile beaucoup plus généralisée où, alors que le secteur culturel était à nouveau fermé à la veille de Noël, les familles, les gens avaient décidé d'aller au cinéma ou au théâtre. Et le gouvernement, parce qu'on est encore, Dieu merci, dans un état de droit, a reculé et la mesure a été rapportée. On a tous le souvenir des applaudissements qui n'ont plus lieu là maintenant d'ailleurs, alors qu'il y a toujours des soignants qui font au front. D'un côté, il y a une espèce d'énorme soutien. Moi, ça m'a frappé à tous les soignants, que ce soit les médecins, les membres du personnel infirmier, tout le monde. Et d'un autre côté, on n'a jamais vu passer autant de, j'ai envie de dire, théorie contestataire, pour ne pas utiliser un autre mot, que depuis 2 ans. Alors, voilà, est-ce que le soutien était sincère? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a un meilleur soutien à nos intellectuels soignants, je veux dire, ou à nos soignants actifs qu'avant, ou bien au contraire, ils n'ont jamais été aussi maltraités? Qui veut répondre à ça? Peut-être Madame Viel, vous avez un avis là-dessus, vous comme... Je crois qu'on a tous un avis là-dessus, mais la question, c'est qui maltraite? Est-ce que c'est la population? La population applaudissait parce qu'elle se rendait compte à quel point ces personnes risquaient leur vie aussi, il faut quand même bien le dire, au début de la pandémie pour soigner autrui. Mais qui a maltraité le système de soins de santé, c'est pas la population, c'est quand même nos gouvernants depuis un certain temps, un certain nombre d'années. Et le fait est qu'aujourd'hui, on ne voit pas arriver... Enfin, les promesses ne sont pas tenues. Ça fait 2 ans que la pandémie s'est engagée. On sait qu'il y aura d'autres problèmes. On a parlé de problèmes environnementaux. Il n'y aura pas que des problèmes sanitaires. Où est notre protection civile? Où est notre système de santé correctement armé pour y répondre? Voilà. Donc je pense qu'il y a un chantier ouvert auquel il faut faire face. Yves Copiters, on n'est pas mieux armé qu'il y a 2 ans. Alors oui, on a des protocoles, on a 2 ans d'expérience, mais finalement, en 2 ans, c'est pas beaucoup. Sur un CV, c'est pas énorme. Disons que ce retour des maladies infectieuses dans une population vieillissante qui est surtout touchée par les maladies chroniques et pour lequel le système de santé s'est adapté essentiellement à la prise en charge de ces maladies chroniques que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Quand revient comme ça des maladies infectieuses de façon épidémique avec un nombre de cas très important, le système, en fait, est très faible. C'est-à-dire n'a pas la capacité d'abord de s'adapter à ces nouveaux problèmes et puis n'a pas la capacité de maintenir dans le temps, je dirais, des ressources pour, je dirais, gérer ce problème. Et c'est ça un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu cette solidarité vraiment envers les professionnels de santé, et puis la population s'est un peu essoufflée parce que, je dirais, les contraintes étaient liées à ce système de santé, c'est-à-dire on ne pouvait pas, je dirais, envisager la saturation des hôpitaux. Or, dans les hôpitaux, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis 2 ans pour améliorer la situation. Et donc, je pense que le problème, vraiment, il est vraiment structurel, et on peut comprendre aussi que la population se lasse, je dirais, par rapport à un problème structurel que les politiques doivent à un moment donné prendre en main. On est tous restés beaucoup chez nous et donc on s'est protégé du Covid, mais on s'est protégé d'autres maladies. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous dites attention, on pourrait revoir des regains de grippe, des gens qui n'ont pas diagnostiqué d'autres problèmes plus importants? Alors, on n'a pas eu de grippe en 2020. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais téléphoné à des collègues sud-africains qui eux-mêmes avaient téléphoné à des Australiens. Voilà, pour essayer d'anticiper la chaîne. Ils nous avaient dit, écoute, t'inquiète pas, nous, on n'en a pas eu. La grippe, cette année, on ne sait pas ce que c'est. De fait, on n'en a pas eu. Donc maintenant, 2000... En plus, ça s'est un peu décalé parce qu'évidemment, les confinements font qu'il n'y a pas de circulation de virus, quel qu'il soit. Donc tout ça, c'est un peu décalé. Ce qui se passait en hiver, on a un petit peu réapparu au printemps, et puis ça s'est de nouveau évanoui. Là, on revoit des grippes. Maintenant, parce que les gens sont de nouveau en contact avec les uns avec les autres. Est-ce que finalement, en se mettant un peu sous cloche pendant 2 ans, on va dire, on a baissé notre immunité ou pas? Très difficile à dire, ça. Très difficile à dire, puisque de toute manière, tous les ans, on réattrape les viroses hivernales. Donc, ça veut dire qu'on ne s'immunise pas tant que ça d'une année sur l'autre, mais que peut-être on en tire quand même un bénéfice contre autre chose qu'on ne connaît pas. Et là, on est dans la science-fiction médicale. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Donc, je suis incapable de vous répondre. Et alors, surtout, j'ai envie de rebondir sur cette histoire immunité naturelle, immunité artificielle par le vaccin. L'immunité est un phénomène naturel, point, dont on bénéficie, heureusement, et qu'on peut un peu titiller d'une manière ou d'une autre en étant malade ou en ayant des vaccins. Mais il faut arrêter de penser que l'immunité peut se scindre comme ça en petits morceaux. Tout ça, c'est un continuum, c'est
Je pense que quand on attrape certains virus, on en tire un bénéfice, à d'autres pas, puisqu'on peut en mourir. Et c'est extrêmement compliqué de répondre à cette question maintenant. Et je ne vois pas sur quel argument on peut affirmer soit l'un, soit un côté, soit l'inverse. Mais là, l'épidémiologue, peut-être. On a plusieurs professeurs autour de nous. Vous avez dû vous faire à l'enseignement à distance, que ce soit pour vos étudiants du supérieur, peut-être vous avez des enfants qui sont encore à l'enseignement obligatoire et qui ont dû avoir aussi des cours à distance. Qu'est-ce que vous en retenez? Qui estime qu'on a gagné quelque chose là-dedans, ou au contraire que rien ne remplacera jamais le bon vieux tableau de craie et le contact présentiel, je vais dire. Voilà, Monsieur Host. Écoutez, je pense d'abord que ça nous a sauvés au mois de mars 2020. Grâce à ça, on n'a pas perdu de cours et l'année académique a pu aller à son terme avec parfois des expériences même de contact avec les étudiants qui disaient quand le professeur est trop long, on le met sur pause. Donc voilà. Maintenant, rien ne remplace le cours et les contacts et les questions à l'intercours ou même pendant le cours. Et justement, ces jours-ci, en plus, nos étudiants ont laissé tomber les masques et je vous assure, on est content de ça. Mais c'est comme le télétravail. Pour moi, c'est une expérience supplémentaire. Ça peut servir dans certains cas, mais je serais très triste et très inquiet si on remplaçait les cours ou le travail par les modes distanciels. Pascal Viel, l'enseignement à distance, c'est aussi une source d'injustice, j'imagine, sociale pour certains. Il a fallu équiper tout le monde d'ordinateurs. Certains ont besoin d'être à l'école pour pouvoir apprendre. Alors, d'abord, tout à fait dans le sens de François Host, on a redécouvert que la relation pédagogique ne peut se faire à distance avec un écran interposé. Il faut pouvoir croiser les regards, il faut pouvoir échanger de manière fluide. Et effectivement, oui, la grande injustice, c'est entre les étudiants eux-mêmes, entre ceux qui étaient équipés, qui avaient un bureau, ceux qui, de nouveau, devaient travailler au milieu des petits frères et sœurs sur la table de la cuisine. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants adultes. Ça posait encore d'autres questions. Certains dans des situations épouvantables. Et honnêtement, j'ai pu assister, en tout cas la première année de la pandémie, à des décrochages beaucoup plus importants qu'il y en a eu que j'en ai eu dans toute ma carrière. C'était vraiment dur et triste. Et l'impression de ramer tout le temps pour garder, comme une mère poule avec ses poussins, pour garder les étudiants dans la course et ne pas forcément y arriver. Alors, il nous reste quelques minutes, pour être précis. Je vais vous demander un exercice difficile, c'est de retenir une leçon de ces 2 ans de pandémie. Jingle. Madame Viel, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, comme leçon après 2 ans de pandémie, s'il n'en fallait qu'une? S'il n'en fallait qu'une, c'est l'accès aux biens essentiels. Je pense qu'on s'y est mal pris. Je pense l'État a fonctionné sur un mode sécuritaire, répressif, autoritaire, et qu'en réalité, là, c'est les gens eux-mêmes qui ont pourvu aux besoins essentiels. Ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'autonomie, de désobéissance civile, et que donc il faut réfléchir à un autre mode de gouvernance basé sur la confiance. Voilà. François Host, qu'est-ce que vous retenez, la leçon, si je puis dire? L'idée qui me vient à l'esprit, c'est bien commun. On a découvert que la santé était un bien commun. Les vaccins, on n'en a pas parlé, mais je trouve que les vaccins, les médicaments sont des biens communs. Et l'équité vaccinale, on devrait s'en préoccuper pour les années suivantes. On ne va pas revenir sur la levée des brevets, mais d'une manière ou d'une autre, assurer une capacité des pays du Sud beaucoup plus grande à produire des vaccins, à avoir accès aux vaccins. Donc l'idée que, au-delà de la liberté individuelle, la vie en commun est un bien commun, et notamment la santé et les médicaments et les vaccins. Christophe Barbu, qu'est-ce que vous retenez comme leçon de ces 2 ans de pandémie? Beaucoup, dont celle que je viens d'entendre. Mais alors je vais parler pour ma chapelle de médecin généraliste. En 2 ans, on est passé d'un traitement hospitalo-centré, c'est-à-dire qu'il fallait que l'hôpital absorbe les patients, ce qu'il a pu faire avec une certaine limite très très vite atteinte. Et c'est essentiel qu'un hôpital puisse prendre en charge quelqu'un qui est malade, voire très malade, et puisse le faire au mieux, à une réponse qui a pu s'appliquer à toute une population. C'est la seule possible. Et ça, je pense qu'il faut retenir ça pour le futur. C'est une première ligne qui soit forte, une médecine préventive qui fonctionne, de la santé communautaire qui fonctionne. Et ça, pour moi, c'est la grande leçon. Sans une première ligne qui est forte, qui fonctionne bien et qui est bien structurée,
On ne peut pas arriver à se sortir, par exemple, d'une épidémie comme celle-ci ou d'une pandémie, mais ce sera la même chose avec les maladies chroniques, avec le vieillissement de la population, avec tout ce qu'on veut. Yves Copiters, et c'est pas ce qu'on a pris comme option jusqu'à présent. La continuité, on est face à une population vieillissante et une population avec beaucoup de comorbidités, donc il faut investir dans la prévention sur l'ensemble de la population en général, la promotion de la santé, et puis il faut aussi réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut pour notre population vieillissante, quel schéma on veut, parce qu'on a bien compris que les maisons de repos et de soins, avec toutes leurs limites en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de prise en charge médicale. Et donc voilà, il y a sûrement plein de scénarios alternatifs. Je pense qu'il faut être innovant. Et si on est innovant, on fera vraiment de la prévention aussi des maladies en général. Merci à tous les 4 d'être venus échanger sur le plateau de Versus pour faire un petit bilan de ces 2 ans de pandémie. On en a beaucoup parlé du Covid. La semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.